Aujourd'hui, avant d'entreprendre nous-mêmes l'ascension du Cervin, nous méditons devant ces paroles. Mon compagnon Paul Bélier, que j'ai déjà conduit sur bien des sommets, désire faire l'ascension et même la traversée du Cervin. Monté par l'arête suisse du Hörnli, bivouac au sommet même du Cervin, descente par l'arête italienne du Lion. De Zermatt, nous allons coucher à la cabane du Hörnli, située au pied même du Cervin, à 3260 mètres d'altitude, juste en bas de l'arête du Hörnli. Le lendemain matin, ou plutôt encore en pleine nuit, nous sommes déjà sur pied. En montagne, bien sûr, il y a la joie de grimper. Mais avant cela, il y a la joie de participer au grand spectacle, aux grandes choses de la nature. Puis, nous commençons l'ascension. Sur notre droite, au fond, c'est un des grands 4000 du massif du Valais, la Dent Blanche. Le Cervin, lui, occupe une position privilégiée. Il est seul, isolé, individualisé au centre du massif. Alentour, mais à distance, des autres grands 4000 de la région. Paul Bélier et moi-même, nous sommes heureux de grimper, mais au Cervin en particulier, le plaisir n'est pas limité à la seule escalade. Plus qu'une ascension, c'est un pèlerinage. Le Cervin, c'est d'abord un nom qui résonne dans notre cœur. C'est la montagne historique par excellence. Sur ces rochers, les fondateurs de notre famille, la famille des montagnards, ont tracé la voie, et nous pensons à eux comme l'on pense à des grands-pères, à la fois durs et généreux. À 3920 mètres d'altitude, contre cette grande dalle qui fait un peu surplomb, un peu abri, il y a encore 2 poutres, dernière trace des premiers campements des pionniers. Maintenant, une centaine de mètres au-dessus, à 4000, se trouve le petit refuge Solvay, posé là sur l'étroite arête, et qui est utilisé en cas de secours, de mauvais temps ou d'accident. On fait l'ascension du Cervin pour bien des raisons, mais d'abord parce qu'il est le Cervin. Il ne faut pas le gravir dans l'espoir de faire une intéressante escalade. Souvent, le rocher est mauvais. Et après avoir gravi la pente de neige qui conduit à l'épaule, quand on arrive à la tête du Cervin, le rocher devient meilleur. Mais il est alors parcouru par des câbles. Non, gravissant le Cervin, il faut au fond de soi-même se laisser conduire par le charme de cette cime enchantée. Et si, un court instant, on pense à l'escalade proprement dite, on peut aussi se rappeler qu'ici, sans câble, sont passés Michel Cros, Whymper et leurs compagnons lors de la première ascension. Tout en bas, c'est le glacier du Gorner. Au fond, le Mont Rose, l'Iskam, Castor, Pollux, le Breithorn. Lentement, comme pour retarder notre arrivée, nous gravissons les tout derniers mètres qui nous conduisent au sommet suisse. Certes, de me trouver une nouvelle fois sur cette cime, j'en suis heureux, mais bien plus en pensant au bonheur de mon compagnon. Le Cervin a 2 sommets, le sommet suisse et le sommet italien, reliés l'un à l'autre par une crête fort aérienne coupée d'une brèche dans laquelle se trouve la croix qui rappelle la difficile conquête. Par cette crête, dominant de part et d'autre face sud et face nord, gouffres et précipices, nous allons maintenant vers le sommet italien.
L'air est pur, quelle paix en ces lieux. Mais le soir n'est plus bien loin et déjà nous pensons notre bivouac. 10 mètres sous le sommet italien se trouve une petite plateforme accrochée là comme un balcon en plein ciel. Là, nous allons passer la nuit. Nous désirons bivouaquer afin de tout connaître de notre montagne et plus tard d'entendre dans la nuit les pulsations de sa vie. Ne pas se contenter de passer, monter au sommet plus ou moins vite, descendre de même, mais demeurer un peu sur la cime enchantée. Dans les vallées, l'ombre gagne. Ici, à 4470 mètres d'altitude, nous recevons les dernières tendresses du soleil. Nous sommes seuls. Dans la journée, il n'est pas rare de trouver une centaine de personnes au sommet du Cervin. Certains jours, je l'ai vu. Mais le soir, la prestigieuse montagne retrouve ses vraies dimensions, sa merveilleuse solitude, son incorruptible silence, et le mystère vient à nouveau l'habiter. Nous finissons de nous installer. De combien de peines et de privations de semblables moments ne dédommagent-ils pas, écrivaient les pionniers. L'âme s'élève, les vues de l'esprit semblent s'agrandir, et au milieu de ce majestueux silence, on croit entendre la nature et devenir le confident de ses opérations les plus secrètes. Le lendemain matin, loin, loin à l'est, une grande fête se prépare. Le retour du soleil qui redonne la vie. Au nord, tout au fond, c'est le massif de l'Oberland bernois. En avant, le Weisshorn, le Zinalrothorn, l'Obergelbelhorn, la Dent Blanche. Entre les deux massifs, la vallée du Rhône, comblée par les brumes. À l'ouest, au fond, le massif du Mont Blanc et en avant, la Dent des Reins, tandis que nous allons commencer la descente par l'arête italienne afin de poursuivre la traversée du Cervin. Sur l'arête italienne du Lion, comme sur l'arête suisse du Hörnli, des câbles facilitent l'escalade, à la montée comme à la descente. Et même un peu plus bas, il y a une véritable échelle, l'échelle Jordan, qui permet de franchir une dalle en rocher compact et un peu en surplomb. Puis, un nouveau câble conduit au col Félicité, d'où par la galerie Carrel, du nom du pionnier du Cervin par l'arête italienne. Et désormais, nous pensons à ce grand caractère, à ce grimpeur exceptionnel qu'était Jean-Antoine Carrel.